Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Et je vous propose de revenir cet après-midi à l'un des temps forts de la séance, les débats consacrés hier après-midi à la question du plafonnement des indemnités prud'homales. Un sujet de grande tension puisque le gouvernement, je vous le rappelle, dans son avant-projet de loi avait prévu le plafonnement de ces indemnités en cas de licenciement abusif. Mais face au tollé soulevé chez les organisations syndicales, y compris les organisations réformistes comme les CFDT, eh bien finalement, le gouvernement avait dû reculer. Dans le projet de loi, il n'y a qu'une grille indicative des indemnités prud'homales à prévoir en cas de licenciement. Mais voilà, c'était sans compter sur l'action du Sénat qui a rétabli le texte initial et donc le plafonnement des indemnités. Pour les rapporteurs, il s'agit de faciliter le licenciement, également pour faciliter les embauches. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle hier après-midi. Cet article introduit par la Commission des affaires sociales tend, encore une fois, malgré la censure du Conseil constitutionnel, à plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition ne peut conduire à encourager leur multiplication, les employeurs pouvant, y compris, provisionner ces licenciements. Comme lors des débats sur le projet de loi croissance et activité, nous entendons à loisir que cette mesure aurait pour objectif, je cite, de faciliter les embauches, car l'absence de plafond pour les indemnités prononcées par les conseils de prud'hommes serait préjudiciable pour l'emploi, certains employeurs hésitant à recruter. Mais cet argument est aujourd'hui remis en cause. Aucune étude, notamment aucune statistique, ne permet d'étayer le fait qu'une entreprise n'embauche pas car elle a peur de se retrouver au prud'homme. Pire, certains analystes libéraux font d'ailleurs aujourd'hui la démonstration qu'au-delà de l'effet d'annonce, il y a effet de rebond, possibilité d'effet de rebond. Ils soulignent que plafonner ces indemnités, c'est dénier aux juges leur pouvoir souverain d'appréciation en les enfermant dans un cadre trop rigide. Or, cela est d'autant plus incompréhensible que les conseillers prud'hommes ou prud'homaux condamnent à des sommes extravagantes. Il pourrait être également à craindre que la sanction, puisque plafonnée et prévisible, devienne plus systématique, d'autant plus que le recours au prud'homme est stable depuis la fin des années 70. Donc il n'y a pas d'objet, pensons-nous. Cette disposition ne favorisera pas non plus l'emploi. Pire, cette disposition est une invitation à ne pas respecter la loi, car c'est de là dont il s'agit. Un employeur va pouvoir prendre le risque de licencier abusivement, vous avez entendu les guillemets bien sûr, puisqu'il sait combien cela va lui coûter. Bref, il s'agit de payer pour ignorer la loi. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'y remédier par cet amendement. Le 866, amendement identique, Monsieur le Président de Cessart. La première version du présent projet de loi prévoyait le plafonnement des indemnités prud'homales dans l'hypothèse où un salarié était licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce plafonnement signifie que lorsqu'un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est condamné à lui verser une somme déterminée à l'avance. Facteur de nombreuses inquiétudes, ce dispositif avait été rejeté en bloc par l'ensemble des syndicats représentatifs des salariés, notamment les syndicats réformateurs. Enfin, bon. Syndicats réformateurs, je ne vais pas m'étendre, là ça fait polémique, mais enfin, certains syndicats. Le gouvernement, suite au dialogue social enfin mené, avait supprimé cette disposition. Pourtant, notre commission des affaires sociales, a réintroduit le dispositif. Bon, eh bien, nous le regrettons. Tout d'abord, force est de constater que le droit positif prévoit des sommes minimales qui présentent l'avantage d'être dissuasives. La crainte de la sanction assure, d'une part, un certain respect de la procédure de licenciement et, d'autre part, un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. Ensuite, un tel dispositif porte atteinte au principe de la réparation, ce que vous avez réintroduit, porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice et au pouvoir d'appréciation du juge. De la même manière, il devient possible de provisionner un licenciement. Bon, le plafonnement des indemnités prud'homales entraîne la naissance d'un risque. Si l'enjeu du litige est trop faible, alors il est probable que le juge ne soit pas saisi, et ce, bien qu'une faute ait été commise par l'employeur. Autrement dit, on court le risque que le principe de l'accès au juge soit mis à mal, et nous demandons donc la suppression de ce plafonnement des indemnités prud'homales. Madame Laborde.
Amendement identique 895 rectifié. Alors oui, Madame la Présidente, c'est un amendement identique et les orateurs précédents ont très bien expliqué. Et comme je sais que le gouvernement présente aussi une suppression du même ordre, je ne serai pas plus longue. Madame Laborde, Madame la Ministre, amendement identique. Merci Madame la Présidente. J'ai en effet souhaité présenter un amendement qui supprime l'article relatif à l'encadrement au plafonnement, à l'encadrement des barèmes prud'homaux que le gouvernement a souhaité ne pas retenir dans le texte, suite justement à la concertation que nous avons menée au printemps avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales et les organisations de jeunesse. Revenir sur ce point reviendrait quelque part à ignorer le compromis auquel le gouvernement tient particulièrement et que nous avons bâti sur les derniers mois. Alors, pour donner de la visibilité à la fois aux salariés et aux chefs d'entreprise et pour favoriser la conciliation, parce que c'est aussi l'enjeu qui a été porté dans le cadre des différentes réformes. Dès 2013, nous avions, avec les partenaires sociaux, mis en place un barème pour la conciliation. En 2015, nous sommes allés plus loin en réformant la procédure pour la rendre plus rapide et efficace dans la loi sur la croissance et activité. Et donc, nous avons décidé de mettre en œuvre le barème indicatif qui était prévu dans la loi croissance et activité d'août dernier. Et c'est en cela qui est aussi une mesure importante parce qu'en effet, il y a en effet dans notre pays parfois une réticence à embaucher en CDI, réel ou ressenti. Mais cette question-là, il faut que nous la traitions. Et je pense qu'avoir un barème indicatif, toujours en mettant de côté bien sûr les licenciements relatifs au harcèlement, aux discriminations bien évidemment, et aussi une manière de mettre en œuvre et de répondre à cette problématique. Merci. Avis de la Commission sur ces 4 amendements identiques. Monsieur le rapporteur. Bien, les termes du débat sur cet article sont maintenant bien connus puisqu'on en parle depuis quelques mois. Le gouvernement a souhaité intégrer un barème, premièrement dans le cadre du projet de loi Macron, puis dans le présent projet de loi. Donc il a été ensuite retiré, mais il reste un barème indicatif. Nous sommes favorables à cet encadrement, dont le Sénat d'ailleurs avait été à l'origine il y a un an, du moins qu'il l'avait proposé. Alors effectivement, c'est un signe envoyé aux entreprises en termes de risque. En réalité, ça se traduira par une forme de mutualisation du risque, parce que la traduction concrète de ce dispositif risque effectivement faire payer un peu plus à certains et un peu moins à d'autres. Et je voudrais rappeler, comme l'a évoqué Madame la Ministre, que ce dispositif, bien entendu, ne s'applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité caractérisée par la violation d'une liberté fondamentale, comme le harcèlement ou les diverses discriminations. Donc, par rapport aux amendements de suppression, c'est un avis défavorable. Nous souhaitons maintenir cet article. Merci. Avis défavorable sur ces 4 amendements identiques. Madame Bricq, pour explication de vote. Oui, monsieur le rapporteur, vous avez raison de rappeler nos débats au Sénat à propos de la loi croissance et activité, où finalement, on était passé du corridor à un plancher, à un plafond, mais en voulant faire trop bien, on est passé aussi sous le contrôle du Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait une inégalité de traitement en fonction de la taille de l'entreprise. Le Conseil n'a pas manqué de nous rappeler que c'était inconstitutionnel. C'est dommage parce que finalement, la mesure, elle était acceptable. Donc là, nous, on va voter contre, bien sûr. On va voter pour l'amendement pour dire qu'on est contre la rédaction de la majorité sénatoriale qui, là, a établi bêtement et méchamment le plafonnement. Mais c'est surtout parce que la politique, c'est tenir compte aussi de ceux qui ne sont pas d'accord. Et le gouvernement l'a fait pendant 15 jours. Et ça faisait partie, effectivement, du compromis. Et tout le monde est confronté, à un moment donné, quand il est aux responsabilités, à cette nécessité du compromis.
qui a apporté un certain apaisement, même si il a pu être provisoire. Mais il faisait partie du compromis et je pense que c'est l'honneur du gouvernement de l'avoir recherché de manière intensive dans ces 15 jours. Vous faites comme si ça n'avait pas eu lieu, comme si le débat n'a pas eu lieu non plus à l'Assemblée nationale. C'est dommage. Donc on vote contre la version sénatoriale. Merci. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par la Commission des affaires sociales. Sur ces 4 amendements identiques, je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable. L'avis du gouvernement est bien entendu favorable puisqu'il est porteur aussi d'un amendement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Si le résultat du scrutin numéro 376 sur les amendements 57, 866, 895 rectifiés et 955 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques est notifié à la présidence. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 338, pour l'adoption 152 contre, 186. Le Sénat n'a pas adopté. Amendement 740 du groupe CRC, Monsieur Vatrin. Oui, avec cet amendement, nous formulons une proposition pour lutter contre les licenciements boursiers. Nous avons fourni de nombreux exemples et c'est un problème auquel il faudrait s'attaquer. Lorsque seulement 2 mois après le rachat des activités énergie d'Alstom, le conglomérat américain General Electric se permet de supprimer 6 500 emplois en Europe, dont 765 en France, nous ne pouvons effectivement qu'alerter sur cette situation. Il n'est pas possible de continuer à laisser les grands groupes organiser tranquillement des licenciements boursiers. C'est un non-sens bien sûr social, mais aussi économique qui porte atteinte aux intérêts vitaux de notre pays. Alors, je ne développerai pas plus, je veux dire simplement qu'à travers cet exemple, nous voulons rappeler l'importance de lutter contre les licenciements boursiers et nous proposons ici précisément de rétablir l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour tout licenciement économique potentiellement abusif, c'est-à-dire, comme c'est indiqué dans le texte libellé de l'amendement, lorsqu'il y a un doute manifeste sur le motif réel du licenciement, et cela par la saisine de l'inspection du travail, par les salariés, à l'initiative des salariés, des institutions représentatives du personnel ou de leurs syndicats. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission sur cet amendement? Alors cet amendement écrase l'article 30 bis A pour remplacer le plafonnement des indemnités prud'homales par des dispositions que nous avons déjà rejetées dans le cadre de la loi sur le dialogue social. Il s'agit notamment de rétablir l'autorisation administrative pour les licenciements économiques qui a été supprimée en 1986. Donc, avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est également un avis défavorable puisque vous envisagez cette suppression de l'autorisation administrative de licenciement a été supprimée en 1987 et d'ailleurs l'autorisation était quasiment systématiquement accordée. Ça a été un grand étonnement de ma part quand j'ai demandé comment ça se passait justement en 87. Elle était systématiquement accordée pour autoriser le licenciement. Néanmoins, vous posez une question qui est le rôle de l'administration. Et le rôle de l'administration, il a été clairement affirmé dans le cadre des PSE, puisque ça a été repensé avec un mécanisme à la fois d'homologation des PSE, permettant à l'administration du travail d'apprécier la pertinence des mesures d'accompagnement envisagées par l'employeur dans les délais brefs, avec une capacité de suspension du plan par l'administration. Les partenaires sociaux ont reconnu que le bilan des PSE de la loi de 2013 était positif. Il ne me semble donc pas utile de se tourner vers le passé et vers avant 1987 pour réintroduire cette autorisation administrative qui d'ailleurs n'avait en rien endigué la montée du chômage et les licenciements. Par ailleurs, je rappelle que le licenciement boursier n'est pas une cause admise de licenciement. Je crois que c'est important de le rappeler et il peut et il est condamné par les tribunaux. Alors peut-être qu'il y a un point, c'est qu'il est condamné bien souvent beaucoup longtemps après, et ça c'est une question et on le voit bien encore, je crois que c'est hier, vous avez parlé d'une entreprise, c'était en 2005 et qui a été condamnée
une entreprise, je crois qu'ils faisaient des teintures en Inde, je ne sais plus lequel de vous a évoqué ce cas. Cette entreprise a été condamnée aujourd'hui et l'affaire date de 2005, donc bien avant aussi la loi de sécurisation de l'emploi de 2013. Merci. 2 avis défavorables. Je mets aux voix ces amendements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? N'est pas adopté. Le 741, toujours du groupe CRC. Madame Didier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement vise à supprimer le référentiel indicatif inscrit dans la loi Macron. En effet, la loi du 14 juin 2013 a introduit un barème pour la phase de conciliation, barème par lequel les parties peuvent mettre fin au litige, moyennant une contrepartie forfaitisée d'un montant très faible. Les organisations syndicales avaient donc cantonné l'utilisation d'un barème à cette phase de conciliation. Mais la loi du 6 août 2015 l'étend à la phase de jugement. Par ce référentiel indicatif, mais qui pourrait s'imposer par l'usage, les juridictions prud'homales se voient dépossédées de leur rôle d'individualisation des sanctions. En effet, le forfait ne permet pas la réparation du préjudice dans sa totalité. Ce dernier ne peut qu'être évalué au cas par cas par le juge. Ce référentiel a aussi pour conséquence de décourager les parties, et notamment les salariés. Il faut comprendre qu'un salarié contraint financièrement, lorsque les procédures sont longues et éprouvantes, a la tentation d'accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits. Ainsi, l'employeur s'acquitte d'une somme qui pour lui est dérisoire et qu'il peut, grâce au barème, provisionner à l'avance, tandis que le salarié accepte une solution qui ne lui est pas favorable. C'est surtout un message fort envoyé aux employeurs. Ils pourront anticiper ce qui leur en coûtera s'ils ne respectent pas le Code du travail en cas de licenciement abusif d'un salarié et provisionner. Ainsi, le coût du licenciement sera intégré comme un élément ordinaire des coûts à prévoir dans l'équilibre financier. C'est ce que nous voulons éviter. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, donc les dispositions de cet amendement visent à supprimer, ont été adoptées il y a un an dans le cadre de la loi Macron avec l'accord du Sénat. Elles permettent de rendre plus prévisibles les conséquences financières d'un licenciement. J'ajouterai qu'entre le plafond et le référentiel, en pratique, moi je vois bien les avocats d'une des parties plaider par rapport à ces barèmes. Et je voudrais rappeler que le plafond qu'on a voté dans ce texte est d'un montant supérieur au référentiel. Donc si demain il n'y a pas de plafond, je dirais qu'on se référera à un référentiel d'un montant supérieur. Je vois bien le type de plaidoirie qu'il peut y avoir. Donc les deux dispositifs sont relativement proches. Et au cas où le note ne serait pas retenu, écoutez, on préfère garder celui qui existe, donc avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Vous demandez de supprimer le référentiel indicatif qui serait contraire de l'intérêt des salariés. Non, je crois que, et d'ailleurs, je pense qu'il est important de rappeler que ce référentiel indicatif, déjà c'est un mouvement qui traverse toute la justice. Il y a un mouvement général au niveau de la justice d'avoir de plus en plus de référentiels. C'est le cas pour les pensions alimentaires, c'est le cas pour le préjudice corporel, c'est le cas pour la réparation de victimes de l'amiante, et donc pour des questions aussi qui sont particulièrement sensibles. Et je me permets aujourd'hui de vous montrer, de vous donner quelques exemples. Quand on analyse les services judiciaires, on a quand même un problème d'égalité de traitement des salariés. Le référentiel, il est important. Pourquoi? En effet, il permet à la fois pour les employeurs d'avoir une certaine prévisibilité. Voilà. Mais il permet aussi une égalité de traitement des salariés. Et je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le rapporteur, que le référentiel indicatif sera plus bas que le plafonnement que vous proposez. Ce décret va être élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. Il sera mis en concertation dans les prochaines semaines. Donc, vous ne connaissez pas aujourd'hui sur quoi se basera ce référentiel indicatif, et il devra tenir compte de plusieurs critères: l'ancienneté du salarié, son âge et la situation du demandeur par rapport à l'emploi. Parce que forcément, quand on a 50 ans, c'est plus dur de retrouver un boulot, un travail sur le marché de l'emploi que lorsqu'on a 25. Donc ça, c'est des critères qui doivent être pris en compte, bien sûr. Il s'agira d'un référentiel et non d'un barème obligatoire. Et donc, le juge restera libre de fixer une indemnité différente si la situation spécifique du salarié ou la façon dont est intervenu le licenciement le justifie. Mais pourquoi je vous parle d'égalité de traitement des salariés?
Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, selon le juge devant lequel il se retrouve, alors qu'aujourd'hui il y a des disparités très fortes, disparités territoriales, mais surtout, et c'est le plus choquant, en tout cas à mes yeux, c'est que pour une même ancienneté de moins de 2 ans, l'écart type à la moyenne de l'indemnité, c'est-à-dire 4 mois de salaire en l'occurrence, et de 3 mois. Ça veut dire qu'un salarié reçoit en moyenne 4 mois de salaire d'indemnité, mais a autant de chances de recevoir 1 mois ou 7 mois. Et le plus choquant, en tout cas pour ma part le plus choquant, c'est qu'en fonction de leur niveau de salaire, les données fournies par le Trésor montrent que les salariés les plus privilégiés bénéficient d'indemnités plus élevées. En termes de mois de salaire, vu que c'est des mois de salaire, on peut se dire c'est normal, ils gagnaient plus, ils vont avoir plus. Non, en termes de mois de salaire. Par exemple, un salarié avec 6 000 € mensuels reçoit en moyenne une indemnité de 10,5 mois de salaire d'indemnité, alors qu'un salarié avec 2 000 € mensuels ne reçoit que 8 mois de salaire d'indemnité. Voilà, c'est aussi la réalité aujourd'hui, et c'est en cela qu'un référentiel indicatif permettra aussi d'apporter plus d'égalité. Et puis, comme je vous disais, c'est aussi un outil de justice moderne. Ça existe sur l'amiante, ça existe sur les pensions alimentaires, donc à mes yeux, et donc c'est un avis défavorable à cet amendement. 2 avis défavorables. Je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 30 bis A, qui est pour, qui est contre. Ah, alors attendez, il faut que je refasse. Qui est pour, s'il vous plaît? Que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui s'abstient? Il est adopté. Article 30 bis B. Demande de parole de Madame Lamure. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je souhaiterais remercier nos collègues de la Commission des Affaires sociales qui ont adopté l'amendement de Madame Billon qui est relatif à la modulation dans le temps des décisions du juge judiciaire. Cette disposition est une avancée importante car le Code du travail va enfin inciter le juge à s'interroger sur les conséquences économiques et financières de ces décisions pesant sur les entreprises. Et il pourra ainsi plus facilement décider de limiter la rétroactivité de ces décisions lorsqu'elles déstabilisent une entreprise ou un secteur. On peut se souvenir de l'annulation de la convention Syntec relative au forfait jour. Cet article 30 bis B est très important car il consacre un nouvel outil de prévention de l'insécurité juridique. Compte tenu de l'importance de cette disposition, qui sera certainement utile aux juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation, je voudrais demander à Madame la Ministre si nous pourrons avoir le soutien du gouvernement pour garantir son maintien jusqu'à l'adoption du projet de loi. Merci, ma chère collègue. Madame la Ministre, vous voulez répondre ou vous répondrez plus tard? Plus tard? Écoutez, merci Madame la Présidente. Le juge administratif a déjà cette possibilité. L'étendre au juge judiciaire demande bien sûr un travail technique. Donc à ce stade, je ne peux pas vous donner, je ne prendre aucun engagement. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix donc cet article 30 bis B qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Article 30 bis, le 58, Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Nous demandons la suppression de cet article puisqu'il est dans la continuité de la loi Macron pour aller vite. Il concerne à nouveau les prud'hommes. En effet, le Code du travail autorise les conseillers rapporteurs de mettre les affaires en état d'être jugées. Cependant, il n'existe pas de clôture de la mise en état et donc pas de délai fermé pour les échanges, puisqu'en raison de la nature des affaires et des difficultés à apporter des preuves pour les salariés, les documents sont souvent déposés au dernier moment. Avec la clôture de la mise en état, il faut bien comprendre que les droits des demandeurs ont davantage à perdre, que l'efficacité et la rapidité de la justice n'ont à gagner. Quand on sait que 10% des salariés se présentent devant les prud'hommes sans l'aide d'un avocat et sans l'aide d'une organisation syndicale, le risque consiste, là encore, à vouloir accepter à tout prix de mettre fin à une démarche déjà longue et donc d'accepter cette procédure de mise en état. Tant pis si, au passage, le préjudice n'est pas intégralement indemnisé.
Les véritables causes des délais excessifs de la justice prud'homale sont l'absence de moyens des juridictions prud'homales et l'utilisation fréquente des manœuvres dilatoires par les employeurs mis en cause, consistant à refuser de se présenter à la réunion du bureau de conciliation afin de gagner du temps. Nous refusons de priver les salariés de leur droit de saisine du bureau de jugement et donc nous refusons par conséquence la clôture de l'instruction de l'affaire avant l'ouverture des débats. C'est la raison de cet amendement de suppression. Merci. Avis de la commission sur cet amendement de suppression. Donc l'article que vous voulez supprimer autorise le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des prud'hommes, les conseillers rapporteurs qu'il a désignés ainsi que les conseillers choisis par le bureau de jugement à prendre une ordonnance non susceptible de recours pour clôturer l'instruction d'un litige. Il permettra d'améliorer à la marge, certes, le fonctionnement des conseils de prud'hommes, ce qui profitera aux employeurs comme aux salariés. L'allongement des procédures n'est pas forcément, je dirais, la meilleure des choses. L'amendement est plus précis que le décret d'application du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui prévoit des dispositions qui vont dans le même sens. Donc, avis défavorable sur la suppression de l'article. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. C'est un avis également défavorable. Depuis 2012, nous essayons justement de faire une réforme en profondeur de la justice prud'homale. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire des délais de jugement actuels, parfois de l'ordre de plusieurs années, et liés à une procédure souvent imparfaite. Ces délais, d'abord, ils nous conduisent à nous faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ils sont inacceptables. Inacceptables pour les salariés qui attendent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'une décision soit rendue pour voir leurs droits reconnus. Inacceptable non plus pour les employeurs. Donc, vous l'avez dit, la loi Croissance Activité de 2015 a introduit une réforme d'ampleur de la justice prud'homale. Un décret, monsieur le rapporteur l'a dit, vient d'être pris, celui du 20 mai 2016, et un élément complémentaire a été introduit dans le texte issu de l'Assemblée nationale, qui est la clôture de l'instruction, que vous souhaitez supprimer. Moi, je ne suis pas favorable à cette suppression, car cette mesure, elle donnera au conseiller prud'homme un outil pour procéder à la mise en état de l'affaire de manière diligente. Et l'ordonnance de clôture permettra en effet de mettre fin à l'échange de pièces et de conclusions aussitôt que le conseiller prud'homme s'estimera en possession de tous les éléments permettant de bien juger. Je rappelle d'ailleurs que cette clôture de l'instruction se fait lorsque les conseillers, à la fois représentant les salariés et les employeurs, se sont mis d'accord. C'est quand même un point essentiel dans cette procédure-là. Et puis elle évitera aussi les manœuvres dilatoires menant à des reports successifs d'audience. Donc, pour moi, c'est un véritable progrès dans le cadre de la mise en œuvre de la justice prud'homale, et c'est donc un avis défavorable. Deux avis défavorables. Pas de demande d'explication de vote. Madame Bric. Oui, moi je pense qu'on a déjà eu ce débat quand nous avons discuté, c'était, me semble-t-il, l'article 258 non, c'est pas l'article, c'était, enfin je sais plus, peu importe, c'était la loi Croissance et Activité, ça, qui a réformé la procédure des prud'hommes dans le sens de plus de rapidité, plus d'équité. Je n'y reviens pas, Madame la Ministre a développé. Et nous avions donné plus d'importance au bureau de conciliation dans la mesure où c'était là où pouvaient se nouer effectivement les compromis. Sauf qu'on sait que très souvent, il y a de l'absentéisme, et notamment plus du côté de l'employeur que des salariés. Et je crois que le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale par nos collègues Robillard, je crois, et Ferrand, a permis de prolonger ce que nous avions fait dans la loi Croissance et Activité, qui était actée par le décret de mai 2016. Et je crois que là-dessus, on a vraiment achevé quand même la réforme prud'homale. Et je voudrais dire un mot aussi, Madame la Ministre. C'est dommage que nous ayons dû faire ça en plusieurs morceaux, parce que c'est quand même une réforme de la justice prud'homale. Et c'est le ministre de l'économie qui en a fait une partie, et c'est la ministre du Travail qui fait la seconde partie, alors que c'est quand même un travail concernant la justice. Et ça va être un peu pareil au moment de la médecine, du reste du travail. C'est dommage qu'il y ait un certain mépris
de cette justice prud'homale qui concerne quand même des milliers et des milliers de salariés de la part des ministères régaliens. Voilà, je voulais le dire parce qu'il y a quand même un grand absent dans cette réforme, mais elle a été faite et c'est ce gouvernement qui l'a fait, c'est l'essentiel. Merci. Je vais mettre Madame David. Je ne veux pas insister, Madame la Présidente, mais quand même, si la justice prud'homale est longue, on le reconnaît tous et on le sait tous pourquoi. La justice prud'homale, elle est longue parce que les employeurs, pour une part, utilisent des subterfuges pour ne pas être présents au moment de la conciliation. Ça reporte, et c'est vrai qu'au bout du bout, ce sont les salariés qui ont toutes les peines du monde à être indemnisés, même lorsqu'ils ont gain de cause en prud'homme. Et puis pourquoi est-ce que la justice prud'homale est longue? C'est parce que la justice, dans son ensemble, manque de moyens. Donc ce n'est pas en continuant à diminuer les moyens de la justice et en donnant la possibilité de passer outre des procédures qui ont fait la preuve de leur efficacité qu'on va améliorer la justice prud'homale. C'est en lui donnant les moyens de fonctionner correctement telle qu'elle existe aujourd'hui. Si je vais mettre aux voix donc cet article, cet amendement avec 2 avis défavorables, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, n'est pas adopté. Je mets l'article 30 bis. Même vote, j'imagine. Même vote. Je vous remercie. Oui. Je mets aux voix l'article 31. Même, qui est pour? Qui est contre? Article 31, mes chers collègues. Bon. Il est adopté. Article 31 bis, un amendement 330 de suppression de l'article. Monsieur Denis? Quel acharnement! Et qui n'aurait en plus même pas une quelconque excuse d'un caractère thérapeutique. Voilà à nouveau le droit d'information préalable des salariés qui fait l'objet de votre IR, majorité sénatoriale. À nouveau, vous revenez sur la suppression. Remarque de forme, le cavalier, le procédé, la procédure au détour de la loi. Par ailleurs, sur la méthode, j'ai encore, je crois que c'était un amendement précédent où le rapporteur disait qu'il fallait éviter l'instabilité législative. Et là, immédiatement, il se trahit puisque, alors que la loi fut adoptée il y a de cela à peine 2 ans, amendée d'ailleurs à travers la loi Macron, vous réintroduisez une instabilité législative avec la suppression de ce droit d'information préalable des salariés. Alors venons-en au fond. 50 000 emplois détruits par an dans des entreprises viables, saines, rentables, vitales souvent pour les territoires, puisque ce sont des petites entreprises, un petit tissu qui irrigue profondément. Il ne s'agit pas des grandes entreprises du CAC 40. Et en face, au-delà de la suppression, quelle proposition? Rien. Aucune proposition. Et là où il y a eu une tentative, une volonté de la part de la majorité gouvernementale et de la part des élus socialistes et, je crois, rassemblant les élus de gauche à travers la loi sur l'économie sociale et solidaire, vous revenez à nouveau, sans aucune proposition, pour régler quand même, excusez-moi du peu, une question qui concerne 50 000 emplois détruits par an. Donc, l'amendement, il est très simple, il est de supprimer cet article de suppression et de rétablir un peu de bon sens, un peu de stabilité, et puis de laisser l'évaluation, l'expérimentation pouvoir faire son œuvre, et nous en tirons ensemble les conclusions. Ne tuez pas dans l'œuf une tentative de répondre à la destruction de 50 000 emplois dans notre pays. Merci, Monsieur Denis. Avis de la Commission sur la suppression de cet article. Oui, vous avez, de manière un peu théâtrale, je dirais, présenté votre avis. Simplement rappeler que l'article 19 de la loi du 31 juillet 2014 donc obligeait à cette information pour les entreprises employant moins de 250 salariés et au moins 2 mois avant la cession. La loi du 6 août 2015 a modifié
les sanctions qui faisaient l'objet de critiques, et la nullité a été remplacée par une amende civile. Je dirais l'amende civile, c'est quelque chose en fonction du montant de la transaction qui peut être intégré dans la négociation. Donc, vous donnez bonne conscience sans forcément aller jusqu'au bout du raisonnement que vous tenez en termes d'efficacité, parce que si on ne veut pas respecter, on paye une amende civile et on fait quand même la transaction sans avoir informé les salariés. Donc je dirais que vous n'allez pas jusqu'au bout, disons, de votre exigence. J'avais à l'époque, avec Catherine Deroche et un certain nombre de collègues des groupes de la majorité, aussi bien UDI-UC que du groupe Les Républicains, mis le doigt sur quelque chose qui me paraît essentiel. Nous souhaitons la transmission des entreprises. Nous souhaitons absolument la transmission des entreprises. Quand vous faites une transaction d'entreprise, et je ne fais rarement référence, je dirais, à ma situation personnelle, j'en ai fait un certain nombre au cours des 20 dernières années, que l'entreprise est dans une situation qui n'est pas forcément une situation, je dirais, mirobolante, que la transaction est quelque chose de difficile. Dès qu'il y a une information concernant le départ d'une équipe de direction sans savoir qui va la remplacer, le problème n'est pas les salariés. Le problème, c'est l'ensemble des partenaires extérieurs, banques, fournisseurs, qui à ce moment-là, je dirais, vous mettez en difficulté l'entreprise et vous hypothéquez la transaction qui peut lui permettre d'avoir une continuité. C'est au titre de ce raisonnement et non pas pour ne pas informer les salariés que, je dirais, un élément de discrétion, de pouvoir tenir. Alors, il y a l'autre formule, si vous voulez. On peut aussi ne pas informer les salariés, tout ficeler, et puis effectivement, pour produire à l'égard des tiers, attendre des 2 mois, qui est le délai selon lequel on devrait respecter cette information. Donc je dirais que c'est, en théorie, c'est généreux, c'est bien, c'est logique, mais dans la pratique, ça ne tient absolument pas. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on s'acharne à vouloir rétablir un dispositif qui permet la transmission des entreprises, y compris, alors, effectivement, s'il n'y a pas de repreneur, s'il y a un arrêt de l'entreprise, qu'il y a un délai d'information suffisamment long pour que les salariés puissent éventuellement prendre la succession ou amener par eux-mêmes un repreneur, sous cet angle-là, on peut y être favorable. Mais une information systématique 2 mois avant la cession, c'est totalement contre-productif pour la pérennité des entreprises et pour les emplois qu'elles représentent. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Alors moi, c'est un avis totalement favorable à l'amendement, car à la fois vous supprimez non seulement toute information des salariés sur les possibilités de reprise, d'ailleurs le comité d'entreprise, ils sont quand même soumis à des règles de confidentialité sur les informations transmises. Donc vis-à-vis de l'extérieur, c'est quand même des règles de confidentialité qui existent. Mais vous supprimez aussi toute possibilité de contrôle de l'obligation d'information des salariés sur les éventuelles offres de reprise et des élus locaux sur le projet de fermeture, reviendrait quelque part de fait à supprimer l'obligation de rechercher un repreneur. Et je vous rappelle, donc, au-delà que cette obligation, et le sénateur Denis l'a très bien dit, est dans l'ANI de 2013, elle vise quelque part à éviter les répercussions locales d'une fermeture qui vont bien au-delà du seul nombre d'emplois directement supprimés. Il est donc indispensable aussi d'encourager la reprise de l'appareil de production, a fortiori lorsque ce sont les salariés qui se portent repreneurs. Donc, pour le gouvernement, c'est un avis favorable. Merci. Je vais donner la parole. J'ai plusieurs demandes de parole. Peut-être Monsieur Denis en premier. Allez-y, Monsieur Denis, je vous en prie. Monsieur le rapporteur, d'abord, pardonnez-moi, propos théâtral quand il s'agit de 50 000 emplois, la remarque est malvenue. La deuxième chose, vous dites, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ben, attendez, vous nous avez demandé d'être pragmatiques. Nous essayons, le gouvernement s'est attaché à être pragmatique en la matière en entendant un certain nombre de reproches ou de remarques qui avaient été faites. À mon avis, parfois trop, en l'occurrence. Mais très bien. La seule demande, elle est de donner la chance à ce que ce dispositif
puisse faire la preuve. J'entends ce que vous pouvez dire, les craintes que vous pouvez formuler, mais j'entends aussi le silence assourdissant qu'il y a par rapport aux propositions qu'il y a en face. Et alors, grattons un peu, pardonnez-moi, mais derrière on retrouve, et je regrette qu'il n'y ait pas eu une évolution, ces deux visions qu'il peut y avoir de l'entreprise. Vous tombez à nouveau dans ce travers d'une vision exclusivement patrimoniale de l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés seraient tellement infantiles qu'ils ne seraient pas même capables de tenir leur langue et qu'ils sont rabaissés. C'est ça qui est insupportable dans votre argumentaire. Au même rang que l'actif mobilier, que les locaux, que les machines, alors que c'est leur avenir qui est en jeu. Comment vous pouvez estimer que l'entreprise de demain n'est pas forcément une entreprise où la gouvernance sera forcément mieux partagée, plus démocratique, et que les salariés sont moins aussi légitimes que des actionnaires, fonds de pension qui peuvent intervenir dans le devenir de l'entreprise, qu'ils peuvent être responsables, qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités. Et ce qu'a dit Madame la Ministre est particulièrement juste. Vous avez enlevé même ce qui constituait l'amorce du début de cette possibilité de sortie, de reprise pour les entreprises. Je termine, je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, mais je voudrais simplement dire que dans les entreprises de la nouvelle économie, qui sont soumises parfois à des prédations, dans les petites, s'il n'y a pas ce droit d'information préalable, c'est-à-dire le temps pour préparer une reprise, pour éviter la fermeture, parce que ça ne se décrète pas, il faut des mois et des mois pour qu'il y ait un projet de reprise par les salariés qui puisse être élaboré, vous êtes en train de livrer, y compris l'intelligence nouvelle, les talents de nos territoires, aux prédateurs, en refusant, à travers ça, pour des raisons idéologiques, ce droit d'information préalable des salariés. Merci. Monsieur Laurent, pour explication de vote. Nous allons voter en faveur de l'amendement pour les raisons qui viennent d'être exposées. Nous sommes favorables au maintien de ce droit d'information préalable qui, je le rappelle, est ce qui est resté au moment de du débat sur la loi sur l'économie sociale et solidaire, d'une ambition qui était supérieure à celle-là, qui avait, et qui était d'ailleurs un engagement aussi de campagne, d'engager des possibilités d'encourager la reprise par les salariés. Monsieur le rapporteur, vous faites comme si le problème de l'absence de repreneurs était un problème résiduel. Mais il y a énormément d'entreprises qui ferment faute de repreneurs sans qu'on ait jamais donné les moyens aux salariés d'examiner la possibilité de présenter sérieusement un plan de reprise. Donc, il y avait la volonté justement de prendre une mesure ambitieuse en la matière. La discussion parlementaire au moment de la loi avait réduit cette possibilité à ce qui existe aujourd'hui dans la loi, le droit d'information préalable. Donc non seulement il ne faut pas le supprimer, mais il faudrait le conforter et peut-être sur la base de l'expérience réexaminer des possibilités plus ambitieuses qui avaient été avancées dans le débat à l'époque. Donc nous voterons l'amendement présenté par notre collègue Donis. Merci. Monsieur de Cessart pour explication de vote. Merci Madame la Présidente pour dire que également le groupe écologiste votera l'amendement présenté par Monsieur Donis et je n'ai rien à ajouter à votre argumentaire très motivé, très enthousiaste, chers collègues. Merci Madame Billon pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voterai, bien sûr, contre cet amendement, car je partage à 100% les arguments du rapporteur. Et qui peut imaginer un seul instant que le chef d'entreprise ne va pas tout mettre en œuvre pour trouver un repreneur? À la fois parce que le chef d'entreprise, il est attaché à ce qu'il a créé, il est attaché à son personnel, il aime son entreprise. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Monsieur Gabouty, oui. Attendez, monsieur le rapporteur, il n'y a plus d'explication de vote. Parce que j'ai vu une main se lever. Non. Très bien, monsieur le rapporteur. Je ne veux pas rallonger le débat, je comprends bien les arguments des uns et des autres sur le sujet. Il y a plusieurs cas de figure. D'abord, la réalité, comment ça se passe? Dans la réalité,
dans la plupart des reprises d'entreprise, dans la plupart des cessions, je dirais, il y a un accord entre le vendeur et le repreneur, et il y a des contacts effectivement avec les salariés parce que le repreneur souhaite avoir des contacts avec les salariés. C'est effectivement le cas général, et je dirais que je pense que personne ne conteste lorsque ça se passe de cette manière-là. Donc on reste dans le cas général. Ensuite, il reste effectivement deux cas. Il y a le cas, je dirais, où effectivement une cession peut demander une certaine confidentialité, pas uniquement au niveau du personnel, même au niveau, je dirais, de l'entourage immédiat des dirigeants d'entreprise, pour des raisons qui sont propres éventuellement à l'acheteur. Et faire échouer une transaction là-dessus, au nom, non pas d'une possibilité, mais au nom d'une obligation d'informer, me paraît contre-productif. Et puis il y a le dernier cas sur lequel on devrait peut-être se pencher et trouver des dispositifs adaptés. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises, même si le chef d'entreprise a la volonté d'assurer la pérennité de son outil, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises en France, de tailles différentes, qui ne trouvent pas, je dirais... Alors, le chef d'entreprise n'a peut-être pas suffisamment cherché. Le secteur d'activité ne facilite peut-être pas toujours les choses, mais là, on a une perte de substance par des entreprises qui s'arrêtent sans avoir de reprise. Et effectivement, dans ces cas-là, je suis d'accord qu'on peut mettre en place des dispositifs, je dirais, d'information, de concertation, de préparation pour trouver une succession à imaginer, mais pas dans, je dirais, dans le cadre que nous on a défini, qui est la cession et qui est quand même une poursuite de l'entreprise. Voilà. Donc je voulais apporter simplement ces explications pour montrer qu'on essayait d'avoir une vision de l'ensemble de la problématique de la transmission d'entreprise et pas uniquement de dire il ne faut pas informer les salariés. Non, l'information obligatoire dans certains cas peut nuire à la transaction. C'est pour ça que nous avons, je dirais, réintroduit ce dispositif. Brique pour explication de vote. Avant de procéder au vote, Madame la Présidente, vraiment éclairer sur la portée de la suppression du dispositif du droit d'information aux salariés. Parce que vous supprimez deux lois, celle de 2014 et celle de 2015, dite loi Macron. Mais vous supprimez aussi l'autorisation que donnait dans la loi de 2014, que donnait la loi à l'autorité administrative à demander le remboursement des aides publiques en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées depuis 2 ans si l'entreprise n'a pas fourni d'efforts suffisants pour rechercher un repreneur. Donc c'est un acte lourd que vous commettez. Et quand je regarde les explications que vous donnez pour commettre quand même ce qu'on considère quand même comme une atteinte non seulement aux droits des salariés, mais à la vie économique, tout simplement, c'est quand même une portée très lourde, très grave. Donc, vous revenez sur deux lois, c'est la 3e fois. Bon, si il y a encore des dispositifs qui arrivent par voie législative, vous y reviendrez encore, parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on va voter l'amendement, bien sûr, de notre collègue Denis, au nom du groupe socialiste du reste. Madame Laborde, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Je voulais juste ajouter que notre groupe avait pris position lors justement de la loi sur l'économie sociale et solidaire en faveur de l'information des entreprises et que beaucoup de choses ont été dites, donc nous voterons pour l'amendement d'Onis. Merci. Pas d'autres demandes d'explication de vote, je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 357 sur l'amendement numéro 330, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages 342, pardon, nombre de suffrages exprimés 341, pour l'adoption 154, contre 187. Le Sénat n'a pas adopté.
Je vais mettre aux voix l'article 31 bis. Pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. J'ai été saisie d'une demande de scrutin par la Commission des affaires sociales sur cet article 31 bis. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 378 sur l'article 31 bis. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 187, contre 153. Le Sénat n'a pas adopté. Le Sénat a adopté, pardon. C'est la fatigue. Article additionnel après l'article 31 bis, un amendement de M. Denis. Oui, on est là sur un amendement plus technique. Permettez-moi quand même d'exprimer mes regrets par rapport au vote précédent, parce que je veux juste quand on proclame la confiance dans l'intelligence des territoires, je vois quand même qu'elle est à géométrie variable et que chez certains collègues, l'intelligence dans les capacités des salariés à se mobiliser pour leur entreprise, on leur fait moins confiance qu'à une intelligence plus impersonnelle des territoires. Je ferme la parenthèse et j'en viens à l'amendement qui est plus technique et qui, je l'espère, celui-là, non, on ne va pas provoquer, on le fait juste avec consensus là. Monsieur le Président, maintenant on va aller vers le consensus là, puisque c'est les coopératives d'activité et d'emploi qui ont pour objet principal l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. On peut s'interroger sur la possibilité de créer une CAE sous forme de SCOP, de SKIC ou même simplement de coopératives de droit commun régies par la loi traditionnelle, en l'occurrence la loi de 47. Alors, la question se pose de la régularité juridique des contrats de travail d'entrepreneurs salariés conclus dès lors que ceux-ci ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une CAE. Aussi, pour clarifier et sécuriser le cadre juridique des CAE, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi de 47 que les CAE peuvent être constituées sous forme de SCOP, SKIC ou coopératives de toute forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Merci mes chers collègues. Merci. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Donc, je ne reviens pas sur les propos de M. Denis, je ne veux pas... Voilà. Vous évoquez l'intelligence, l'autre jour, Mme Brick évoquait le cerveau, ça ne lui a pas réussi d'ailleurs juste après, mais enfin bon. Donc, non, mais vous êtes trompé, immédiatement après, vous êtes trompé de vote, donc voilà. Donc, je plaisantais. Alors, on va finir, M. Denis, on va finir sur une bonne note, parce que la loi économique et sociale et solidaire 2014 a créé un contrat spécifique pour les entrepreneurs salariés associés. Moi, j'avais le sentiment, peut-être à tort, que par définition, les coopératives d'activité d'emploi pouvaient se constituer sous forme de sociétés coopératives, donc de SCOP de production, ou de sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais je sais que vous connaissez bien ce sujet, donc on n'est pas opposé à ce dispositif, simplement on demande l'avis du gouvernement, et si l'avis est positif, l'avis de la Commission sera positif. Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement. Le gouvernement a bien sûr un avis favorable parce que cet amendement peut utilement permettre de résoudre une difficulté d'interprétation, comme l'a dit monsieur le rapporteur à l'instant, et donc il permet, d'où le bien sûr, parce qu'il permet de bien préciser que les coopératives d'activité et d'emploi empruntent les formes de coopératives existantes qui emploient des entrepreneurs salariés. Donc il est utile. Si deux avis favorables, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement 853 du groupe CRC qui sera défendu par Monsieur Laurent. Nous entrons dans la discussion sur les articles qui concernent l'apprentissage, question évidemment qui nous tient beaucoup à cœur au groupe CRC. Nous avons trop de respect et de considération pour la question de la formation des travailleurs,
quel que soit leur métier, leur parcours personnel, pour qu'à nos yeux, cette filière d'apprentissage continue par trop d'être ce qu'il est devenu dans les années 70, c'est-à-dire une orientation par l'échec dans beaucoup de cas. Ne s'étant pas en effet donné les moyens d'assumer comme il convenait la réforme du collège unique et l'effort de formation générale, la France a laissé trop souvent l'apprentissage devenir la porte de sortir des collégiens en difficulté ou en rupture de banc. Cette situation, malgré d'ailleurs aussi des efforts accomplis par nombre d'acteurs de l'artisanat, du commerce, de l'apprentissage, persiste, puisque sur chaque génération d'apprentis, il en est plus d'un quart qui ne vont pas au bout de leur contrat. Et les CFA remettent sur le marché du travail, entre guillemets, sur le marché du travail peu ou pas qualifiés, bon an mal an, de 50 à 60 000 jeunes décrocheurs de plus. C'est ce que nous voulons éviter. Notre amendement vise donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la question de l'apprentissage, mais à rendre plus formateur et plus efficace encore le contrat d'apprentissage. Il vise en particulier à rendre plus pertinent le contrôle de l'exécution du contrat quand il existe, et d'évaluer la mise en œuvre concrète du contrat d'apprentissage à raison des difficultés d'adaptation de l'apprenti, du fait de la manière dont se déroule la mise en œuvre de ce contrat. Quand il est constaté un ensemble de manquements ou d'errements dans la gestion au quotidien des apprentis, il n'est pas certain que la bonne solution soit de persévérer dans la possibilité de l'entreprise accueillante de continuer à recevoir des apprentis pour les mettre en situation d'échec. C'est donc un amendement préventif, l'amendement que nous proposons, qui vise à ne pas faciliter la dégradation de ce type de situation pour le bien des apprentis, comme pour la qualité de cette formule de formation. Dans notre amendement, nous visons donc à ce que puisse s'interrompre cette possibilité d'apprentissage lorsque les manquements de l'entreprise à ses obligations de formation et de rémunération sont constatés à de trop nombreuses reprises. Merci. Laurent, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, quelques explications. Le recours à l'apprentissage dans une entreprise est conditionné à une déclaration par celle-ci de son engagement à assurer à l'apprenti une formation dans des conditions satisfaisantes. Elle expire si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage durant 5 ans. Il est proposé de la rendre caduque lorsqu'une proportion excessive de contrats d'apprentissage est rompue durant les 2 premiers mois du contrat d'apprentissage. Toutefois, je fais remarquer aux auteurs de l'amendement, durant cette période qui équivaut aux 45 premiers jours de l'apprenti dans l'entreprise, chacune des 2 parties est libre de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage. Il n'est donc pas possible de sanctionner l'employeur pour avoir fait application de la loi. Les ruptures prématurées sont souvent liées à une orientation trop souvent par défaut, par un manque de médiation lorsqu'elles apparaissent les premières difficultés. C'est pour y remédier que la Commission a rendu obligatoire cette médiation précontentieuse. Alors c'est un avis défavorable que je vais émettre parce que déjà la sanction des abus est prévue dans le Code du travail par l'article L 6225.1 et L 6225.4 qui peuvent rompre les contrats en cours tout en maintenant même la rémunération de l'apprenti si cela est obligatoire. Merci. Avis de la commission. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Madame la Présidente. Donc l'avis du gouvernement sur cet amendement est également défavorable, Monsieur le Sénateur. En plus des arguments qui sont ceux que vient d'évoquer le rapporteur, moi je voudrais vous dire qu'on rejoint la même préoccupation, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement l'apprenti puisse avoir un encadrement et une formation de qualité et que la transmission qui lui est faite par son maître d'apprentissage le soit aussi. Mais traiter la question par de la sanction ne nous paraît pas le bon angle, dans la mesure où nous, ce qu'on recherche et ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre l'accent sur la façon dont il est accueilli, la façon dont le maître d'apprentissage est formé, et c'est là-dessus que nous mettons l'accent, s'agissant du fait, en s'appuyant sur le fait que ce qui est grave, ce sont les taux de rupture, et c'est un des éléments qui
perturbe le recrutement par des maîtres d'apprentissage et qui met aussi le jeune en situation d'échec. Donc nous préférons agir sur les critères qualitatifs et en l'espèce là, puisqu'on parle du maître apprentissage, en ce qui le concerne, formation, encadrement et accueil. Je vous remercie. Voilà pour les débats des sénateurs autour des indemnités prud'homales. Vous l'avez vu, les sénateurs ont donc rétabli le plafonnement des indemnités prud'homales, revenant à l'avant-projet de loi du gouvernement qui avait suscité beaucoup de tensions avec les organisations syndicales. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.